Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle soirée du Cercle. Notre conférence du jour est parrainée par IWG et elle a pour thème Travail hybride, nouvelles normes ou phénomènes de mode. Pour en débattre, comme chaque mois, 4 grands experts. J'ai cité Christophe Burkhardt, Jérôme Arnaud, Marine Catelas, Audrey Dufresne. Et nous commençons par retrouver Christophe Burkhardt pour une présentation de sa magnifique entreprise. Alors déjà, je voudrais remercier tous les gens qui sont présents d'être venus ce soir à cette conférence. On est ravis de la parrainer avec le Wine Business Club. Effectivement, IWG, c'est une holding qui opère dans le monde des coworking et des espaces de travail flexibles. Une marque assez connue qui fait partie de notre patrimoine, c'est Regus. Et il y en a d'autres, hein, comme vous pouvez le voir, Spaces, HQ, Signature. En fait, autant de marques que de concepts différents, mais toujours dans le domaine du coworking et des espaces de travail flexibles. On a une couverture assez importante, hein, puisqu'on a 4000 sites de coworking dans 120 pays, donc on a une présence tout à fait internationale. Ça représente à peu près 8 millions de mètres carrés. Et on reçoit des dizaines de milliers de clients chaque jour dans ces espaces-là. Un rythme d'ouverture qui s'accélère, puisqu'on a mis à peu près 30 ans pour créer ce réseau de 4000 sites. Et en 2023, juste en une année, on va en ouvrir 800 de plus. Donc on a un développement qui s'accélère très fortement grâce à l'avènement et au développement du travail hybride dont on va pouvoir discuter ce soir. En France, on est un peu plus petit, mais on a le mérite d'exister clairement et d'être le numéro 1 également. Donc nous sommes présents dans 76 villes, ça représente 140 sites. Un rythme d'ouverture qui s'accélère. On ouvre un centre en France tous les mois et à partir de 2024, on va ouvrir 2 centres par mois. Donc on a effectivement une croissance qui s'accélère. On parle du travail hybride. Mon cher Christophe, si tu as quelques informations complémentaires à nous communiquer sur le groupe. Non, je crois qu'on a fait le tour. Le travail hybride, c'est effectivement le sujet de ce soir. On s'est proposé de partager avec tout le monde la définition du travail hybride selon nous. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est relativement simple. C'est pas très compliqué. Le travail hybride, c'est en fait une transformation qui s'accélère et qui s'est accélérée depuis notamment la pandémie, qui est de dire que nous étions avant dans un monde assez rigide et assez simpliste, qui était que chaque collaborateur d'une entreprise avait un lieu de travail. Majoritairement, c'était un bureau dans les espaces de travail de l'entreprise qui l'emploie. Et on est aujourd'hui en train de bouger sur quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus flexible. C'est le fait de proposer aux collaborateurs un choix de lieu de travail, lieu au pluriel, et ces lieux, ça peut être les bureaux de l'entreprise, ça peut être le domicile, et ça peut être des tiers-lieux comme les réseaux IWG. Et donc, ça a beaucoup d'avantages, notamment le fait que ce choix s'appuie sur une flexibilité très forte, alors notamment ce qu'on appelle le flex office pour les entreprises qui partagent des bureaux entre plusieurs collaborateurs, ou alors le coworking, c'est-à-dire que les entreprises utilisent des espaces de coworking comme les nôtres pour installer leurs équipes, donc beaucoup de flexibilité à la fois aux salariés et aux employeurs. Je voulais partager quelques chiffres intéressants. Notamment par une étude de l'IFOP qui est parue il y a à peu près un mois et qui parle de l'impact du travail hybride et notamment de ses avantages d'un point de vue ressources humaines sur les équipes. Donc aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, ils sont assez prégnants. 79% des salariés considèrent le travail à distance, c'est-à-dire le travail hybride, comme un critère majeur au moment de choisir un poste. C'est quasiment au même niveau que le montant de la rémunération. 60% d'entre eux rejettent l'idée d'être obligés de télétravailler plusieurs jours par semaine. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire qu'on avait un monde avant la pandémie où finalement simplement pour 20% des entreprises avaient mis en place des accords de télétravail. Aujourd'hui, c'est quasiment 90%. Il y a eu un phénomène où les gens ont apprécié de travailler de chez eux et de ne pas venir tous les jours au bureau. Ce phénomène-là est en train de se rééquilibrer. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de salariés qui déclarent ne pas vouloir être obligés de télétravailler un nombre défini
chaque semaine. Donc ils veulent avoir la possibilité de le faire, mais s'ils souhaitent venir au bureau en permanence, ils peuvent aussi le faire. Donc ils ont besoin de revenir au bureau, de resocialiser, et je trouve ça plutôt positif et encourageant pour la culture d'entreprise notamment. 43% des salariés prédisaient en 2020 que dans peu de temps, les entreprises n'auront plus besoin de bureaux. Ce chiffre-là est maintenant de 34%, donc il y a 10 points de moins, ce qui veut dire que les gens réalisent le fait que le bureau permet aux salariés d'une même entreprise de se connaître, de socialiser. Et puis un dernier chiffre intéressant, 74% des salariés rapportent être encouragés par leurs entreprises à limiter leur consommation d'énergie. Donc c'est aussi un argument pour le travail hybride. On a fait, nous, des études qui montrent que lorsque les salariés travaillent dans un mode de travail hybride, ils économisent jusqu'à 83% des émissions de carbone, parce que évidemment vous travaillez de chez vous ou vous travaillez proche de chez vous dans un site IWG par exemple, et donc vous ne prenez plus votre voiture, vous n'utilisez plus les transports, d'où l'intérêt sur la baisse des émissions de CO2. Et une dernière slide, Alain, si tu veux bien. L'intérêt pour l'entreprise, là on a parlé des salariés, pour l'entreprise c'est également assez intéressant. Alors vous avez deux facettes, la facette je dirais des ressources humaines où on voit assez facilement que ce modèle est très fortement considéré, voire plébiscité par les DRH qui constatent qu'avec le travail hybride, eh bien les salariés, les collaborateurs sont plus engagés, ont un niveau de satisfaction qui est supérieur à ce qu'on pouvait avoir dans le mode classique avant. Et d'un point de vue purement financier, on a également près de 80% des directeurs financiers qui estiment que c'est un moyen pour eux de variabiliser leurs coûts, de réduire leurs coûts. Et on verra peut-être tout à l'heure au travers de certains témoignages pourquoi. En tout cas, un chiffre important, c'est que des études montrent qu'un collaborateur en travail hybride coûte... Pardon pour le terme, parce que qualificatif. Ouais. C'est un collaborateur, ça ramène d'abord, mais ça coûte aussi. Et donc, c'est une réduction de 11 000 $ par mois par collaborateur que le travail hybride permet de faire. Merci Christophe. On parle de la mise en place des politiques de télétravail, de travail à distance. Marine, déjà tu nous rappelles ton périmètre au sein du groupe dirigé par un jeune homme? Oui, par un jeune homme de 89 ans. 89 ans. Donc, et donc l'entreprise, c'est combien de chiffre d'affaires? Alors c'est 5 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Ouais. Donc c'est Soprasteria, donc un des leaders européens de la transformation digitale, qui accompagne les entreprises en édition de logiciels et en conseil dans le numérique. Et toi, ton périmètre, c'est l'immobilier, qui est un sujet proche du cerveau du patron, si je puis dire. Tout à fait. Donc, le président qui est encore en poste, 89 ans, il s'intéresse vraiment à l'immobilier pour plusieurs enjeux. C'est parce que déjà, ça règle tout. En fait, c'est au centre de tout. C'est la politique RH, c'est la politique de bien-être au travail qui est devenue important. Et puis aussi une dimension financière. Voilà. Alors le télétravail, quelle est ta vision des choses, ce travail à distance? Alors nous, on a 200 000 mètres carrés à peu près en France, pour info, donc 400 000 dans le monde. Et on a dû s'adapter. Voilà, le Covid a fait qu'on a dû adapter notre parc, on a dû le modifier, changer nos modes de travail. Donc on a dû aussi passer de quasiment 0 jour de télétravail par semaine à maintenant 2 jours de télétravail, avec 1 jour en plus avec l'accord de nos managers. Donc on arrive à 2,6 jours à peu près en moyenne par collaborateur de télétravail. Ça implique quoi? Ça implique que notre parc immobilier a dû s'adapter. On a dû apporter beaucoup plus de services à nos collaborateurs et on s'est axé sur 2 axes. D'abord, comment mieux recruter des talents. Donc prenant en compte qu'on recrute 80% de jeunes talents, jeunes diplômés. Donc, c'est leur apporter des services qu'ils ont demandés depuis le Covid. Donc, c'est des espaces de convivialité, de coworking, beaucoup plus de services, des salles de fitness, des restaurations qui sont plus adaptées. C'est pas le Club Med, comme Soprasteria. Non. Parce que là, c'est quand même plutôt sympa ce que tu dis. Mais finalement, on s'est aperçu que le full télétravail, ce n'était pas déjà dans l'éthique de notre entreprise. On a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance au groupe. Donc, quand on est 100% à la maison, en fait, on ne se sent plus vraiment appartenir à l'entreprise. Et en plus, on a des collaborateurs qui demandent. Donc, on doit jongler entre de la productivité de nos collaborateurs, mais aussi le plaisir d'aller au travail. Voilà. Et quand on est au travail, c'est là où on est aussi productif.
Voilà. Donc on fait du travail d'équipe, on fait des réunions, voilà, on crée aussi, on est très créatif en entreprise quand on se regroupe, et à la maison, on est opérationnel. Voilà. Et le turnover, là, parce que dans tes métiers, il y a la chasse au talent, quoi. Donc, c'est pas facile de trouver des salariés sympas, fidèles, motivés, pas trop chers chez toi. Hein. Et donc, la première chose qu'ils demandent, c'est, bon, pas quel est l'âge de notre président, hein, c'est justement, quel est votre accord de télétravail? C'est une des premières questions avec la rémunération. Hein. Donc, ils refusent de faire 0 jour de télétravail, donc on doit leur apporter ça. Et après, ceux qui demandent 100% de télétravail, on leur dit qu'en fait, on leur offrira pas ça, mais en plus, on leur préconise pas ça, on leur recommande pas de venir chez Sopra parce que notre essence, c'est de se sentir fier d'être dans cette entreprise, et on pense qu'être 100% à la maison, ça montrerait qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'attend le collaborateur et ce qu'on va lui apporter. Et le 100% télétravail, ça représente combien de pourcentage de jeunes candidats qui le réclament? 5%, 10%? T'as pas d'idée, quoi? J'ai pas d'idée, vraiment. Mais en fait, on a une grosse partie de développeurs, donc qui, eux, c'est assez compliqué. Je pense que Audrey pourra en parler. Mais les développeurs, en fait, qui travaillent à la maison ou au bureau, ça change pas grand-chose. Voilà, donc on essaie de jongler et de leur apporter le maximum de services. Voilà. Merci Marine. Audrey, alors un petit mot sur le hibou, là. C'est une jolie plateforme, là, hein? Plateforme. Voilà, c'est beaucoup mieux que l'autre qui commence par un M. Hein. Chut, on n'en parle pas. Chut. On n'en parle pas. Ça a été créé quand, le hibou, alors? Le hibou, ça a été créé en 2016. Ouais. 2016, on a fêté nos 8 ans, là. Tu étais au tout début de l'aventure. Hein. J'étais là au tout début de l'aventure. Enfin, tout début. Ça fait 7 ans, moi, que je suis là. Ouais. Mais oui, c'est une vieille aventure, maintenant, le hibou. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une plateforme d'intermédiation entre des freelances IT et des clients grands comptes. Aujourd'hui, le hibou, c'est à peu près 72 000 freelances inscrits sur la plateforme. C'est 82 millions de chiffre d'affaires à la fin de l'année, pour un peu moins de 80 collaborateurs. Et on a des bureaux. Alors, nous, on est très vite, en fait, on est parti loin. En 2019, on a ouvert des bureaux à l'île Maurice. Et on a fait ce choix-là tout simplement parce que on parlait de profil développeur. On avait du mal à recruter les développeurs. Donc, ça a été un choix stratégique, en fait, que d'offrir une aventure de vie à des gens qui n'avaient pas forcément envie de venir bosser dans la petite start-up Le Hibou qui n'était pas connue à l'époque et qui n'offrait pas des salaires si importants. On ne pouvait pas rivaliser avec Sopra. Donc on a ouvert les bureaux à l'île Maurice et ça cartonne. Figurez-vous qu'aujourd'hui on a 25 collaborateurs à Maurice et on a décidé d'exporter d'autres pôles. Donc on a le pôle admin et le pôle matching, on appelle ça chez Le Hibou. Ce sont les consultants, enfin les collaborateurs qui vont chercher les consultants. Donc voilà, ouverture des bureaux à l'île Maurice en 2019 et puis ouverture de bureaux en région, Paris également, hein, ça a été le siège social dès le début, mais Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nantes et Bruxelles récemment. La politique chez Le Hibou au niveau télétravail, bien évidemment, comme tu le disais aussi, Marine, on avait une politique pré-Covid qui était, j'ai envie de dire, ridicule, à 2 jours de télétravail par mois. Et le Covid, par mois, tu as bien entendu, Alain, par mois. Le Covid a bien évidemment, comme dans beaucoup de boîtes, un peu balayé tout ça. Aujourd'hui, post-Covid, on a bien évidemment au niveau RH mis en place une charte télétravail. Et aujourd'hui, on a 2 jours de télétravail en France. Et on adapte notre politique télétravail en fonction des bureaux et en fonction des équipes et en fonction des pays. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'à Maurice, ils ont beaucoup moins besoin du télétravail, entre guillemets, qu'en France, puisque nous, on peut avoir des collaborateurs qui mettent jusqu'à 1h30 pour venir bosser. Et à Maurice, ils habitent tous à 5 minutes. Donc, on a aussi cette idée de faciliter le transport, faciliter la vie des collaborateurs et le bien-être aussi au quotidien, quoi. Et alors, la semaine de 4 jours, tu en penses quoi? Parce que mardi dernier, à la soirée l'autre soirée du Wine à Paris, on avait Laurent Laclerjury, qui est le patron de LDLC, qui est une belle boîte, hein, qui fait pas loin de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Lui, il était un farouche défenseur de 4 jours par semaine en vrai travail. Il est fou, ce garçon, non? Il a mis des paillettes dans mes yeux, ce garçon. Il est génial. Ouais. Ouais. Je vais lire son livre, vraiment. Oser la semaine de 4 jours. Il faut le lire, voilà. Oser la semaine de 4 jours. Oser la semaine de 4 jours. Il est convaincu, il est assez convaincant. Voilà. Il est très convaincant. D'ailleurs, je lui ai demandé des tips de comment amener ça en entreprise auprès des CIO. Alors ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais j'y crois beaucoup. Maintenant, je pense que ça s'adapte aussi au secteur d'activité et au métier. On ne peut pas le faire pour tout le monde. Ah mais 4, 3, 2, 1, partez de France après, non? Bon. Jérôme, ton périmètre chez Alstom, c'est quoi exactement?
Ouais, bonsoir à tous. Donc, je m'occupe de l'immobilier pour le groupe, donc dans le monde, dans 72 pays. Alors là, ça représente combien en mètres carrés? Parce qu'il y en a beaucoup là. Hein, un peu moins de 5 millions de mètres carrés. On a 484 sites exactement. De l'industriel, de la logistique, des dépôts de train, etc. Parce que Alstom fait des trains globalement. Oui. C'est TGV, train, tram, voilà, métro. Donc, on ne s'occupe pas de l'exploitation, hein, donc les retards de train, c'est pas nous. Mais effectivement, on construit les trains. Alors justement, ta vision du télétravail, comment tu la vis dans le groupe? C'est le premier chapitre de cette discussion. Le télétravail, bon, c'est instauré finalement naturellement, et donc le Covid est devenu un acquis quelque part. Elle est gérée peut-être un peu différemment, parce qu'on parlait effectivement d'une population plus, on va dire, plus jeune, entre guillemets. Chez Alstom, on a deux métiers. Un métier qui est très traditionnel, qui est autour de justement les trains en eux-mêmes, qui est assez orienté ingénieur structure ou des cols bleus, etc. Et puis toute une partie de la population qui est très, très au contraire geek et qui se rapproche beaucoup des populations, et souvent concurrents en termes de recrutement, qui sont tout ce qui est pilotage des trains, les trains autonomes, etc. Où là, on a beaucoup de programmeurs. Donc voilà. Donc on a deux populations différentes. En revanche, tous travaillent en projet, en mode projet. Ce sont des équipes qui se constituent en une semaine, pour 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et ce sont des milliers de projets. Et ils ont besoin d'être ensemble pour travailler, justement. Donc, finalement, le télétravail fonctionne, parce que tout le monde le demande, mais s'autorégule. Voilà. Et il y a certes, il y a une partie de télétravail gris, qui n'est pas forcément déclarée ou vue, mais finalement, ça s'autorégule par les projets. Et toi, à titre personnel, tu t'octroies combien de jours de télétravail? Alors, comme j'ai 4 enfants, je vais un peu... je sais pas trop. Donc, je me fais une journée à peu près par semaine. Une journée, parce qu'il y a trop d'enfants à la maison. Hein, Christophe, la politique du télétravail au sein du groupe en France, comment tu l'organises? Elle est très faiblement représentée chez nous, puisque 90% des salariés de l'entreprise sont dans les centres de coworking pour accueillir et s'occuper de nos clients. Donc on est faiblement touché, mais on est un contributeur à ces politiques de télétravail, puisqu'on met à la disposition des entreprises des lieux qui, quelquefois, sont extrêmement proches des lieux d'habitation. Je pense notamment à une marque que nous avons qui s'appelle Stop and Work, et qui propose des tiers-lieux, c'est-à-dire un lieu complémentaire à ce qu'on a généralement entre son domicile et le lieu d'entreprise, proche de la maison. Donc le Stop and Work, vous n'allez pas le retrouver à La Défense, vous n'allez pas le retrouver à New York, vous allez le retrouver à Bourg-la-Reine, vous allez le retrouver à Fontainebleau, vous allez le retrouver à Maisons-Laffitte. Et en fait, ce sont des lieux qui fonctionnent très très bien, parce que vous avez là-bas soit des salariés de grands groupes qui bénéficient de politiques de télétravail, soit des entrepreneurs locaux qui n'ont pas envie de faire les mouvements pendulaires tous les jours avec Paris. Et donc, ce sont des plateformes qui sont très demandées, parce que les gens prennent leur vélo et 5 minutes après, ces gens-là se retrouvent ensemble d'ailleurs dans nos centres. Et c'est très important, au-delà simplement de ce phénomène de coworking, on sent dans ces villes-là qu'au travers de ces centres, on redynamise l'activité économique locale. Quand on redynamise l'activité économique locale, on tisse du lien social. Et donc, à notre faible niveau, en mettant ces plateformes sur ces territoires-là, on a l'impression de participer un peu à la décentralisation, parce qu'on permet aux gens de travailler proche de chez eux. Le travail en réseau, on peut en parler. Marine, quelle est ta vision des choses? On est présent sur 62 sites en France, donc sur la plupart des grandes métropoles françaises, mais aussi des petites villes. On peut nous voir sur Dijon, sur Niort, sur Roanne. On a 4000 m² à Roanne. C'est combien le prix du mètre carré à Roanne? Il ne doit pas être très cher, non? Non, mais on a pour habitude de prendre des locaux de qualité, donc des locaux neufs où on fait construire, donc en BFA, comme vous pouvez l'imaginer. Sur Roanne, on n'a pas 4000 m² comme ça en vacances facilement. Même Régus n'a pas autant de postes à nous proposer sur Roanne. Pas encore. Et donc, en fait, on est à 120. Voilà, mais comparé à des prix parisiens à La Défense. Mais en même temps, on a vraiment beaucoup d'attrait sur ces villes, parce qu'on a beaucoup de collaborateurs. On a 300 collaborateurs sur Roanne. Il faut leur apporter des bureaux, des services. Et on a des petites villes comme Dijon, où on a 500 m², 40 collaborateurs. Et il faut leur apporter les mêmes services que ce qu'on peut avoir sur La Défense, sur notre siège social en France, à Paris. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Là, c'est là où on réfléchit et on s'oriente vers des solutions de tiers-lieux. Parce qu'on ne peut pas offrir une grosse cafétéria, des frigos connectés, Des baby-foot, tout ça. des baby-foot et tout pour 500 mètres carrés. Ça ne serait pas rentable. Et du service, ça demande des ressources humaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là pour avoir de l'équité au sein de l'ensemble de nos collaborateurs au sein du groupe? C'est de penser à des tiers-lieux. Voilà. Et ça, Christophe, ça fait tes affaires, tu trouves ça bien parce que toi aussi, tu as un lieu de vie avec une vraie convivialité. C'est pro et convivial à la fois. Hein. Oui, l'objectif, c'est pas que les gens rentrent dans le centre et puis aillent s'enfermer dans les bureaux. L'idée, c'est de créer une vraie vie au niveau du centre, de créer des communautés. Et on a des community managers dans chacun de nos centres dont l'objectif est de faire en sorte que ce qu'on appelle les membres, hein, c'est-à-dire nos clients, aient des bonnes raisons de pouvoir se voir de manière récurrente. Et ça devient des grandes familles. Et ça crée des synergies business parce que lorsqu'un jour vous avez besoin de recruter quelqu'un, au lieu de taper Google, je cherche une boîte de recrutement à Roanne, eh bien, si vous connaissez votre voisin de bureau avec lequel vous prenez un café tous les matins, assez naturellement, vous allez travailler avec lui. Donc, plusieurs entreprises qui évitent l'isolement des entrepreneurs et qui permettent de créer ces synergies business. Et donc, je comprends exactement ce que dit Marine. On a beaucoup de clients qui viennent chez nous, justement, pour se dire, je dois participer à quelque chose de plus grand que mon entreprise et je dois avoir une expérience positive. Et effectivement, il faut avoir, entre guillemets, une masse critique de clients pour pouvoir délivrer ces services-là. Audrey, travailler en réseau, ça te parle? Quand on a créé le Hibou, en fait, on était de suite en espace coworking, nous. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a évolué, on a pris des locaux de plus en plus grands. Et d'ailleurs, on est en recherche de locaux aujourd'hui, donc je passe l'info. Tu cherches combien? On va aller jusqu'au bout de la pub. Alors, tu cherches combien de mètres carrés? 300 mètres carrés, 400 mètres carrés. Ouais. Très bien. Ça, c'est pour le bureau du président et après? Exactement. Ouais. Et ensuite, effectivement, on s'est ouvert en région. Et donc, en région, on a eu la même stratégie, finalement, qu'à Paris, c'est-à-dire qu'on prend des espaces coworking aussi. Et au fur et à mesure que les équipes grossissent, on prendra effectivement des bureaux en propre. Mais je discutais avec mon CEO justement hier et c'était très drôle parce qu'on se disait mais on n'a jamais vécu les meilleures années en fait de Le Hibou, c'était quand on était dans nos espaces coworking quand on a commencé. Et donc je rejoins tout à fait ce que tu disais parce que tu crées des symbioses et que ce soit personnel mais aussi professionnel dans ce genre d'endroit et voilà, c'est des souvenirs gravés quoi. Ça peut se reproduire à nouveau. Hein, oui, je sais, tu m'en parles. Et ce côté famille, tu le cultives aussi, Christophe, ce côté tribu familiale et sympathique au sein des espaces? C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est l'animation de la communauté. Mais je me rappelle, je vous parlais de la marque Stop and Work tout à l'heure. On a ouvert le premier centre à Fontainebleau. Et on a fêté les 5 ans du centre il y a à peu près 2 ans. Et j'étais extrêmement surpris parce que je pensais qu'on allait faire une petite fête entre les différents clients. Il y a eu 500 personnes qui sont venues. Dans la journée, le maire est venu, le pharmacien est venu, le notaire est venu, les familles sont venues. Et c'est là où on a vraiment pris conscience que ces centres de coworking peuvent permettre, encore une fois, de créer ces poumons économiques et de redonner à ces territoires la possibilité de se développer économiquement et éviter que les entrepreneurs, dès qu'ils atteignent une certaine masse critique de leur business, se sentent obligés d'aller dans des grandes villes. Non, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Facilité par la révolution numérique, vous pouvez travailler à distance. Et donc, avec les politiques de télétravail qui se sont mis en place, tout ça est en train de se passer en ce moment. Jérôme, ta vision des choses sur cette notion de travail en réseau? Donc, nous avons toujours le mode projet, fait qu'effectivement nous devons rester très flexibles, nous rapprocher assez rapidement des clients, et c'est plutôt dans cet esprit-là qu'on peut travailler ensemble, effectivement, avec Christophe. Sinon, on est quand même assez, justement, famille Alstom, la marque employeur est très, très, très forte chez nous, donc on est plutôt sur des très, très, très gros sites. Et ponctuellement, d'un seul coup, ce matin, avant-hier, on a signé Nice. Voilà, on a besoin d'un poste à Nice. Voilà, on va prendre un poste parce qu'il y a un client qu'on est en train de travailler, etc. Donc, voilà. Mais c'est très ponctuel. Et la relation entre le DRH et le directeur immobilier, là, vous êtes potes ou pas?
Mais est-ce qu'il y a des conflits, des non, intérêts divergents? Non, mais la composante immobilière, c'est toujours finance et RH, les deux principaux sponsors, on va dire, de façon positive. Alors, selon la situation économique, la situation de la société, c'est plus le financier que le RH, le financier. Ça dépend de la marge de l'entreprise, ça dépend de la situation économique. En ce moment, nous, alors si vous avez suivi un peu le cours de bourse d'Alstom, c'est plutôt le financier en ce moment qui est un peu... Qui a des actions à Alstom? On est à 11,20 pour information. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte. Au contraire, il faut en acheter. Quoi. Et toi, Audrey, qu'est-ce que tu... Avec tes collègues des RH également, Audrey, quand le rapport entre l'immobilier et les RH, ça communique, ce sont deux mondes différents. L'arbitre, c'est le DAF. Oh, ça commence, ouais, petit à petit, oui, c'est vrai. Mais effectivement, le RH, l'immobilier, c'est très lié. Et je pense, comme tu le disais, Marine, hein, que l'immobilier joue énormément sur la culture d'entreprise et le bien-être au travail. Et donc, on a notre mot à dire, nous, au niveau RH, pour effectivement apporter le meilleur aux collaborateurs et qu'ils se sentent bien et qu'on puisse favoriser la rétention aussi, quoi. Ça joue beaucoup. Et les tendances, Christophe, si on fait un peu de prospective, à une époque, c'était open space pour tout le monde. Après, c'était une catastrophe, ça. Enfin, qu'est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, il va être comment, le bureau, s'il existe toujours? Je n'ai pas de boule de cristal, mais de la même manière où je parlais tout à l'heure de l'hybridation des lieux de travail, c'est-à-dire la possibilité de travailler de chez soi, de l'entreprise ou de tiers-lieux en mode réseau, on voit également que les espaces de travail se complètent, donc ils ne s'opposent pas. Il n'y a pas un bureau, il y a le besoin quelquefois d'être dans un bureau individuel ou dans un open space, c'est-à-dire partager un espace avec les membres de la même entreprise, hein, pour la culture, et voilà. Et puis à un moment, on a besoin de sortir de ce type de bureau, d'aller dans des espaces où c'est plus ouvert pour, par exemple, faire une réunion de brainstorming ou travailler en mode projet. Donc on change d'espace, on sort des bureaux. Donc on a, nous, des espaces qui sont prévus pour ce genre de choses, notamment ce qu'on appelle le club, qui est vraiment l'endroit, la place du village de nos centres où les gens peuvent se réunir et travailler de manière informelle. Et puis vous allez avoir besoin ensuite d'aller faire une présentation. Donc vous allez prendre un troisième type d'espace, etc. Et donc l'idée au sein de ces centres, c'est justement d'apporter cette hybridation, cette pluralité d'espaces de travail qui, à un certain moment dans la journée, va correspondre à ce dont vous avez besoin. Et donc, tout ça est à la disposition de nos clients lorsqu'ils sont chez nous. Marine, tu communiques avec ta DRH à propos de ces sujets-là ou pas? De temps en temps. Mais il y a aussi mon responsable qui s'occupe de toute cette partie, et aussi des consultations avec nos représentants du personnel. Le passage du flex, c'est pas facile. Enfin, environnement dynamique de travail. Il paraît que c'est un gros mot, le flex office. Oui. Pour info, nous, chez Sopra, on a considéré que c'était pas, il fallait pas passer en full flex. C'était pas quelque chose qui allait apporter une dynamique dans un site. On a un nouveau site à La Défense qui fait 22 000 m², qui a été signé en plein Covid. Donc, il fallait le faire. Voilà. Et on a réussi à faire du flex, mais par étage, par équipe. On ne peut pas mélanger toutes les équipes et dire que... la finance va être avec la partie, développement aéronautique. C'est pas possible. Il faut qu'on travaille en équipe. Donc, le flex par étage, ça fonctionne. Le full flex, chez nous en tout cas, pour notre activité, ça ne fonctionne pas. Et on préfère privilégier des espaces de bureaux en open space avec plein de box pour se réunir, des espaces de convivialité. On a des work cafés où on peut se plugger avec des espaces, des postes de passage. Et ça, c'est très valorisé par nos collaborateurs et c'est comme ça qu'on retient nos talents aussi. Audrey, les tendances en termes de lieu de vie professionnel? Lieu de vie, enfin, je rebondis sur ce que Marine disait pour le flex office. C'est quelque chose, nous, qui ne se pratique pas chez le Hibou, tout simplement parce que les collaborateurs sont très ancrés à leur bureau. Et je peux comprendre la petite photo sur le bureau, etc. Donc c'est très compliqué d'arriver à amener cette politique de flex office et on a un petit peu fait le choix de ne pas forcer puisque ça ne prend pas. Et on a plutôt décidé de changer de bureau. Et on va un peu à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui, puisque les sociétés aujourd'hui, en tout cas les gros groupes comme Alstom ou comme Sopra, vous êtes plus à réduire finalement les surfaces de bureaux, puisque avec le télétravail, eh bien, c'est aussi un gain financier. Nous, on fait le choix inverse, d'aller chercher plus grand. Peut-être qu'on reviendra sur ça plus tard, mais en tout cas, c'est notre politique actuelle. On réduit les surfaces, effectivement, parce qu'on s'aperçoit que nos sites sont remplis à 60%, 70%, avec des pics descendants aussi le vendredi. Mais vous devez tous l'avoir. Mais on s'aperçoit aussi que
Audrey, ce qu'elle disait, c'est qu'on réduit les surfaces, certes, mais ce n'est pas au prorata. On ne réduit pas de 40% nos surfaces, puisqu'on est passé, on s'est aperçu qu'on est passé de à peu près un poste pour 9 mètres carrés à un poste pour 12 maintenant. Donc, on a beau réduire, de mettre moins de postes, 50% de postes en moins parfois sur certains sites qui étaient beaucoup trop dimensionnés, mais en fait, on n'a pas réduit de 50%. Voilà. Et c'est important, et on prend des espaces beaucoup plus qualitatifs, des espaces neufs, parce qu'on ne peut pas mettre du flex sur des bâtiments très anciens. Et on a aussi la politique environnementale. Le groupe, on a un objectif d'être zéro net carbone pour 2050. C'est dans longtemps, mais ça va vite arriver. Et en fait, ça passe aussi par les bâtiments. Et donc, on ne peut plus prendre des bâtiments anciens et on prend des bâtiments récents maintenant qui nous coûtent beaucoup plus cher que les bâtiments anciens. Et Jérôme, c'est facile d'avoir une logique de durée quand il faut être en même temps agile et flexible, parce que l'immobilier, par définition, il y a des engagements sur le moyen et long terme. C'est presque incompatible les deux, non? C'est très compliqué. Effectivement, c'est faire passer quelque chose de rigide quelque part, quelque chose de flexible. Alors on a des moments pour le faire, on ne peut pas le faire à tout moment. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire comprendre à notre direction, que ce n'est pas flexible l'immobilier en soi, c'est juste à certains moments. Et effectivement, l'aspect de réduction de surface est alors pour revenir sur le sujet de l'environnement, est aussi un contributeur de réduction de l'empreinte carbone. On oublie tout simplement que voilà, on peut peut-être juste consommer moins en volume, ça aide beaucoup. Mais la réduction de surface, elle est, alors si je reprends mon côté financier, ma casquette financière, aujourd'hui, à partir du moment où on nous dit une opération doit être rentable en 2 ans, ça vous force déjà le volume, vous avez déjà la conclusion si vous voulez. Donc vous verrez à cette surface pour arriver à cette rentabilité, donc vous remontez la chaîne et vous trouvez comment vous allez faire, comment vous allez partager, etc. Donc quelque part, le confort, la flexibilité, elle est acquise, c'est-à-dire qu'on décide que le projet doit être dans le format qu'il faudra pour remplir les objectifs. En revanche, l'aspect financier va dimensionner la boîte, la taille de la boîte, et on devra s'y coller. Donc on est passé dans un mode un peu contraint en ce moment. Ouais. Je considère qu'on a de la chance en France, puisque il y a des études qui montrent que le retour du télétravail vers le lieu où on rencontre des collègues se fait plus rapidement que dans d'autres pays pour cette notion de culture d'entreprise, de socialiser, etc. Et je pense que c'est une chance parce que je suis un fervent supporter du travail hybride. Je pense que c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la finance, c'est bon pour le collaborateur, c'est bon pour la DRH. Et donc on a la chance effectivement d'avoir des gens qui ont compris ça, qui souhaitent revenir au bureau. Dans le modèle anglo-saxon, dans des villes comme Londres ou New York, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de faire revenir les gens au travail. Donc le travail hybride est très très porté vers le travail à domicile et pose des problèmes psychosociaux, pose des problèmes de culture d'entreprise. Moi j'ai un ami dont le fils travaille pour une entreprise américaine et à la sortie de la pandémie, ils leur ont demandé de revenir 1 fois par trimestre au bureau. Par trimestre. Ils se sont aperçus des conséquences très négatives de cette décision-là et maintenant ils essayent de faire revenir les gens beaucoup plus régulièrement. Mais le fils de mon copain, lui, il s'est installé au Mexique. Donc, en gros, soit il ne revient pas et on le laisse tranquille là-bas, et il revient 1 fois par trimestre, soit il va trouver un autre emploi qui lui donnera la possibilité de rester là-bas. Donc, ouais, je pense qu'en France, on est plutôt sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Jérôme ? Oui, alors, c'est justement un élément important, c'est la mesure de la performance. C'est-à-dire qu'on mesure finalement la performance de nos bâtiments, la fréquentation. On n'est plus du tout au mètre carré, c'est combien de personnes sont présentes à tel jour, telle date. Surtout le vendredi et le lundi. Hein. Alors, surtout le vendredi et le lundi. Alors, s'il vous plaît, ne fermez pas le vendredi, ça sature les routes. Mais c'est insupportable quand même, non ? Bref. Mais effectivement, il y a énormément de différences d'un pays à l'autre. Alors, ça peut être des différences culturelles, différences aussi, ça peut être sociales ou autres. Notamment en Chine, par exemple, il y a une présence très forte au bureau qui est souhaitée par le management. Parce qu'ils ont besoin, ils sont plus dans le contrôle des équipes. On a vu ça, hein, je peux vous le dire, c'est peut-être pas pour ma boîte, mais pour une autre. On a découvert quelqu'un qui effectivement était très peu au bureau, mais en fait, il avait 2 travails en même temps. Ah oui. Et en fait, il profitait de cette absence physique au bureau pour avoir 2 travails. Et donc, à l'inverse, toujours dans ma boîte précédente. C'est beau ça. Hein. Ah oui, mais faut imaginer jusqu'où ça peut aller. Et nous, on est à quoi, 3 jours par semaine de travail? Aux États-Unis, dans toujours ma boîte précédente, le groupe avait décidé effectivement de donner 2 jours. La première chose qu'ont fait les Américains, c'était est-ce qu'on peut négocier pour avoir ce télétravail annualisé?
Donc, c'est-à-dire négocier jusqu'à 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans mettre le pied au travail. Et c'est dans certaines cultures, notamment américaines, vous leur dites ça, vous n'avez pas terminé leur phrase, qu'ils sont déjà dans leur voiture en train de partir. C'est assez impressionnant la perception qu'ils ont. Ils vont travailler tout aussi bien, c'est pas le sujet, mais ils ont une perception effectivement de la collectivité, du besoin de se regrouper complètement différente d'un endroit à l'autre. Suivant les pays, quoi. Exactement. Audrey, même si une partie du business est en France, quand même, tu travailles aussi avec d'autres pays. Oui, notamment à Montréal et à l'île Maurice, Oui. et la Belgique aussi. Comme je disais tout à l'heure, nous, on a instauré des politiques télétravail différentes en fonction des bureaux, donc on s'adapte beaucoup. Et j'ai envie de dire que quand les équipes sont très petites, finalement, les collaborateurs font un peu ce qu'ils veulent. Et on a très peu, en tout cas, c'est très difficile pour nous d'aller surveiller, même si on est l'œil de Moscou, j'aime pas ce mot-là pour les RH, mais c'est très, très difficile d'aller surveiller. On a mis en place un SIRH qui permet d'aller poser son télétravail, de suivre tout ça à distance. N'empêche que c'est compliqué de suivre tout ça. Donc, plus les équipes grossissent et plus on demande une présence en fait dans les espaces coworking et au bureau pour justement que les managers soient présents pour les équipes. Et donc, petit à petit, en fait, le télétravail se régule de manière à ce que les équipes travaillent ensemble et qu'il y ait des jours communs de présence au bureau. C'est surtout ça qu'on demande, des jours de présence commune. Et en matière de productivité, tout va bien? À nous, on est au top. Au top. Ouais. Au top. Bon, génial, au top. Justement, Audrey, tiens, on va jusqu'où dans les animations là? Parce que là, le baby-foot, dégustation de pinard, enfin, ça bosse jamais quoi dans les boîtes. On a l'image de la Startup Nation, c'est ça? Ouais, non, mais jusqu'où on doit aller quoi? On va loin. On va très loin. Maintenant, il faut se dire aussi qu'avoir un baby-foot, un ping-pong, ça suffit plus en fait. Aujourd'hui, les collaborateurs, ils demandent réellement... Des flippers. Et flipper, si tu veux. Ouais. On a même des cours de yoga, nous. Tous les mardis midi, on a des cours de yoga. Et on a une prof qui vient au travail. Donc oui, on pousse les avantages très loin. Maintenant, il faut se dire que les collaborateurs, avant tout, ils recherchent l'épanouissement pro-perso, en fait. C'est la première chose qu'ils cherchent aujourd'hui dans les entretiens de recrutement. T'en parlais tout à l'heure, Marine, mais nous, ce qu'on nous demande, en fait, en entretien, c'est... qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour justement équilibrer cette relation pro-perso et le télétravail en fait partie. Mais on ne nous parle pas du ping-pong. Alors c'est cool d'avoir un ping-pong, c'est un plus, mais c'est pas ce qui va décider un collaborateur à venir chez nous. Et je voulais rebondir sur quelque chose aussi, on parlait des générations tout à l'heure, des générations Z. Et ben nous, en fait, les générations Z nous demandent de revenir au boulot. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment souffert en fait, de cette période de Covid, où quand ils étaient à l'école, et ben, ils ont fait les cours à distance. Et ils ont même fait pour certains des stages à distance. Et ça a été vraiment mais très difficile à vivre pour eux. Et donc aujourd'hui, pour certains, c'est leur premier emploi, leur premier CDI. Mais ils nous disent, OK, télétravail, c'est bien. Combien de jours de télétravail vous avez? Quelle est votre politique télétravail? Mais on veut quand même venir au boulot parce qu'on veut créer du lien, on veut cette culture d'entreprise et on veut sociabiliser, en fait. Et pas que les célibataires, tout le monde. Hein. Ouais. Tout le monde. Et la moyenne d'âge chez Sopra, c'est quoi enfin, chez Sopra, en général, c'est quoi? C'est des jeunes de 25 ans chez Sopra? Chez nous, c'est 37 ans. Je me suis C'est bien vieux. renseignée. Sachant que tu as 35 ans et Audrey aussi, on est 35 Voilà. ans, d'accord. Non, mais 37 ans, mais on recrute que beaucoup de jeunes. Ce que je disais, sur les 4500 recrutements cette année, on va avoir 70% de jeunes diplômés. Donc, on essaie de baisser, puisqu'on pense vraiment que l'avenir aussi, c'est les jeunes. Certes, c'est les générations Z, donc elles demandent beaucoup de choses. Mais il ne faut pas se cacher, comme le disait Audrey, sur des services comme les baby-foot et tout. C'est illusoire de se dire que c'est comme ça qu'on va attirer les talents. Peut-être que ça va leur faire plaisir, mais c'est l'équilibre et la qualité de vie au travail. Donc nous, on mise aussi beaucoup sur la qualité de nos locaux et la fierté qu'on peut avoir de dire bah, je suis chez Sopra et voici mon immeuble, voici... Voilà, parfois, ça se joue à un logo, ça se joue à une qualité d'immeuble, mais ça montre aussi qu'on donne de l'importance à nos collaborateurs. Voilà. Même chose chez Alstom, je suppose, Jérôme? Tous un peu revenus des images que l'on voit dans les magazines, où c'était un catalogue entier de jouets club ou de je ne sais pas quoi. Enfin bref, on mettait tout, et puis en disant les gens vont s'amuser. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Les gens, on ne leur donne pas l'instruction de s'amuser. Ils se trouvent eux-mêmes leur équilibre. Et finalement, on a supprimé énormément de choses qui ne servaient finalement à rien. On se faisait plaisir, mais ça ne servait à rien. Et la table de ping-pong, notamment, qui est insupportable pour ceux qui travaillent à côté, on les a remplacés par des petites balles de mousse qui font moins de bruit. Mais on a supprimé beaucoup de choses, effectivement.
Nous, on a une politique de management sur objectifs, en fait. Donc, on responsabilise énormément les collaborateurs, qu'ils soient chez eux ou qu'ils soient au travail. Tous les trimestres, on passe en revue les objectifs. Et au final, chacun travaille pour soi, chacun travaille pour aussi ses primes de fin d'année et ses primes trimestrielles, parce qu'elles sont au trimestre, nos primes. Donc, finalement, j'ai envie de dire, chacun se responsabilise s'il a envie d'avoir un salaire à la hauteur. Donc, bon, la productivité est là chez nous, en tout cas. Donc, je parle pour le hibou. Jérôme, ça sort un peu ton champ de compétences, mais tu as l'impression que tu bosses mieux à distance avec tes 4 gamins non, c'est plus compliqué. Non, mais je vais être très modeste, effectivement, parce que c'est pas du tout mon champ de compétences, mais le sentiment, et on parle beaucoup de productivité, alors probablement il y a eu certains aspects sur lesquels il y a eu beaucoup plus de productivité, c'est peut-être le cas. Après, je pense que c'est surtout un révélateur de certaines choses qui n'étaient pas productives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver. Moi, je pense que le vendredi, il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui se connecte au-delà de certaines heures. Mais c'était peut-être déjà le cas avant. Hein. C'était tout simplement ça. Et que c'est un révélateur de ce qui se passe pour de vrai. Et donc, est-ce que vraiment, au global, tout ça a conduit à beaucoup plus de productivité pour le groupe? J'en sais rien. En tout cas, les excès inverses, c'est-à-dire tout le monde en 100% remote, c'est une catastrophe à tout point de vue de société, etc. Donc c'est l'effet inverse. C'est parce que ce que tu disais, effectivement, ils ont tous fait marche arrière, y compris IBM et compagnie. C'est vraiment destructeur et on n'est plus du tout maintenant dans le 100% présence. Donc du coup, voilà, ça a trouvé son équilibre, probablement un peu plus productif. Ouais. Je ne sais pas le quantifier, mais... Marine ? On pense aussi que depuis le Covid, je pense que le groupe se porte bien. C'est pas je pense, c'est le groupe se porte bien. L'action. L'action aussi. Mais voilà, les résultats sont là, la croissance est là. On a nos clients qui sont satisfaits, donc ça montre aussi qu'on reste productif. Et effectivement, comme je rejoins Jérôme, je pense que ceux qui n'étaient pas productifs, même au bureau, c'était facile de ne pas l'être. Enfin, c'était facile de ne pas travailler. C'est pas mon cas, mais non, je pense que effectivement, quand on a une conscience professionnelle et qu'on se sent respecté dans notre entreprise, eh bien, je pense qu'on reste productif même à la maison. Voilà. Effectivement, donc l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet chez nous, chez Sopra, puisque qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ça va détruire aussi notre travail? Puisque tout peut être fait maintenant par l'intelligence artificielle. Donc on investit dedans aussi chez Sopra. Après, je ne peux pas répondre sur est-ce que nos collaborateurs, est-ce qu'on investit en tant que collaborateurs dans le métaverse? C'est pas un sujet en termes immobiliers et du coup, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas cette compétence et j'en suis désolée. Voilà. Oui. Audrey, par contre, toi, tu es DRH, donc tu es obligé d'avoir un avis. Oui, mais on n'a pas lancé ça encore chez le hibou non plus. Je sais que certains collaborateurs le font à titre individuel, mais au niveau collectif entreprise, ce n'est pas un sujet pour le moment. Et ça pourrait le devenir ou pas? Oui, ça pourrait le devenir. Après, ce n'est pas encore dans la politique RH pour le moment. On va y réfléchir pour 2024. C'est un bon sujet. Tes collègues, la DRH, ils y réfléchissent, eux, les autres? Oui, énormément. Après, effectivement, on n'a pas la même envergure. Nous, on est à 80 collaborateurs pour l'instant. Donc, sur des groupes un peu plus importants, je pense que c'est des questions qui se posent, qui sont un peu plus ancrées que pour nous. Pour le moment, on a d'autres sujets de croissance plus importants à gérer à l'heure actuelle, mais ça viendra. Christophe, tu as un avis sur le sujet avec tes solutions flexibles d'abord? Non, j'ai absolument pas de réponse parce que la question est vraiment très très précise et très sophistiquée. Mais j'ai un témoignage peut-être, c'est que quand on a lancé la marque Spaces, qui est une marque... il y a combien, 4-5 ans peut-être? C'était en 2017. D'accord. Eh bien, le concept de Spaces, c'est vraiment de faire en sorte que la communauté se rencontre. Et donc, on crée énormément d'événements pour que les clients se rencontrent très régulièrement, qu'ils échangent, etc. Ça, c'est la promesse de Spaces. Et pour essayer de stimuler ces rencontres-là, on avait essayé de lancer un réseau social interne dans le centre pour que les gens puissent, au travers de ce réseau social, échanger, se rencontrer, se retrouver. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a pas fonctionné et quand on leur a demandé pourquoi, ils nous ont dit qu'ils avaient déjà Twitter, ils avaient LinkedIn, ils avaient Facebook, Instagram, etc. Et que s'ils venaient dans nos centres, c'était en partie pour faire des rencontres en présentiel et qu'ils n'avaient pas besoin d'un réseau de plus et que l'expérience qu'ils avaient de pouvoir prendre un café avec des collègues ou d'autres clients du centre était une des raisons pour laquelle ils s'étaient rendus ce matin-là
sur le centre. Donc voilà, juste un témoignage qui est qu'on peut digitaliser un certain nombre de choses, mais qu'il y a encore des lieux où vont les gens pour pouvoir se rencontrer, ce qui est plutôt encourageant, je trouve. Effectivement, alors nous on fait beaucoup de formations chez le Hibou et forcément, comme tout le monde, les formations ont eu lieu en e-learning pendant la période Covid, un petit peu aussi post-Covid. Et là, de plus en plus, on rétablit les formations en présentiel à la demande de nos collaborateurs. Ça a vraiment été une demande de leur part parce que, en plus, nous, l'IT, c'est pas un sujet qui est hyper simple quand on n'y connaît rien et que nos collaborateurs se lancent. Eh bien, les formations IT où c'est des blocs de demi-journée, voire des journées entières en visio, c'est compliqué. Et donc, les collaborateurs nous ont demandé de revenir à un mode présentiel. Donc là, maintenant, on fait un peu du blended. Voilà, tantôt présentiel, voilà, tantôt e-learning. Mais oui, on a vu effectivement ce changement de façon de faire. Ouais. Christophe, un commentaire avant la synthèse et la conclusion, les efforts à retenir sur cette belle et passionnante thématique? Mais en fait, on a des salles de formation, des salles de réunion. Et avant la pandémie, c'était à peu près 8% de notre chiffre d'affaires, donc c'était important. Et en 2024, on va retrouver le niveau d'activité qu'on a eu juste avant la pandémie. Donc il y a eu un effet d'aubaine à l'issue de la pandémie pour tous les grands organismes de formation qui étaient de faire du digital, ça coûtait moins cher. Mais je pense qu'il y a une pression de la part des clients et des utilisateurs pour revenir sur du présentiel. Donc cette année, en 2023, on sera à peu près à 80% de l'activité de formation. C'est-à-dire que les formateurs viennent chez nous et dispensent leur session, 80%. Et donc en 2024, on sera revenu au chiffre d'affaires pré-pandémie. Donc visiblement, ça revient. Merci. C'est une vérité, ce n'est pas un phénomène de mode. Je pense qu'il y a eu des extrêmes qui ont été faits avec du tout télétravail. Donc, moi, je considère qu'avant la pandémie, c'était une extrême quand tout le monde devait prendre le RER ou sa voiture pour aller systématiquement au bureau tous les jours et quelquefois s'enfermer dans son bureau et en ressortir le soir. Donc, pas d'intérêt. Pas d'intérêt non plus, selon moi, à rester 100% de son temps à son domicile. Je pense qu'on casse des choses très importantes comme la culture d'entreprise. Donc je pense que c'est une vérité. Moi, je suis rentré dans le secteur de l'immobilier il y a une petite dizaine d'années et j'ai trouvé un secteur très intéressant parce que d'abord, le produit est très attrayant. Les bâtiments, qu'on aime l'haussmannien ou le moderne, c'est des jolis objets qui nous touchent parce qu'on y vit ou on y travaille. C'est un secteur dans lequel il y a des moyens financiers importants, beaucoup d'investissements, donc il y a du cash, il y a des choses à faire. Et c'est par contre un secteur, mais que j'ai trouvé assez archaïque quand je suis arrivé, parce que quasiment l'ensemble des transactions entre les propriétaires et les locataires se basaient sur ce contrat qu'on appelle le bail conventionnel, qui pour moi est incroyable de demander à des gens, des entreprises de s'engager sur des périodes de plusieurs années. Ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Et donc, je pense que quand on regarde ce qui s'est passé avec l'informatique et l'arrivée du cloud, quand on regarde ce qui s'est passé avec le cinéma et comment ça s'est fait disrupter par Netflix, pareil pour Blablacar qui change complètement la manière d'utiliser sa voiture. On est en train de connaître ça maintenant dans l'immobilier. Et c'est ce qu'on appelle le travail hybride. Donc à chaque fois, je dirais qu'il y a deux angles qui poussent à cette disruption. D'abord, l'usage, c'est-à-dire qu'on a bien entendu qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, pour faire en sorte que les gens reviennent au bureau, pour faire en sorte qu'on puisse embaucher, attirer des talents, maintenir des talents, rendre les gens productifs, rendre les gens engagés et loyaux par rapport à leur entreprise. Donc l'utilisateur, l'employé, l'usage est vraiment prégnant, beaucoup plus qu'avant. Et puis la deuxième chose, c'est la flexibilité. C'est d'être capable de s'engager où on veut pour la période que l'on a choisie, sur des espaces que l'on peut modifier, avec le maximum de services qui permet à des entreprises finalement soit de le faire en interne, soit de le confier à des opérateurs comme nous. Donc je crois qu'on est en train de se disrupter dans l'immobilier. Je pense que les espaces de travail seront totalement différents et qu'ils seront surtout utilisés de manière différente avec ce travail hybride où finalement, dans une semaine, vous allez travailler de chez vous,
de l'espace de l'entreprise pour faire la formation présentielle dont on parlait, et le reste du temps en réseau en fonction de vos déplacements. Je trouve ça passionnant, ce qui est en train de se passer, et j'encourage vraiment toutes les entreprises à travailler ensemble avec le directeur des achats, le directeur immobilier et le DRH, qui sont les trois personnes les plus importantes dans l'entreprise sur ce sujet. Oui, le directeur financier, voilà, donc celui qui a les cordons de la bourse. Voilà, donc bonne chance au bureau et vive le bureau. Merci Christophe.